Shannon Seban, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous allez nous parler de votre livre Française, Juive et alors, qui sort aux éditions de l'Observatoire. Je vais commencer quand même par deux questions d'actualité. D'abord, la fin de vie. La loi a été adoptée hier. Vous auriez voté pour ? Ce que je crois, c'est que effectivement cette loi-là sur la fin de vie, c'est une très belle avancée, mais que la dignité, elle ne se décrète pas dans un texte. La dignité, elle se décrète par l'accompagnement, par l'écoute des souffrances. Et je ne souhaite pas, en tout cas, que cette loi devienne un recours systématique à la souffrance, à la douleur et à l'isolement des individus. C'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique et encore une fois, le problème de fond derrière, c'est l'accès aux soins palliatifs partout en France. Donc, une belle avancée, mais je ne souhaite pas que cette loi devienne un recours systématique pour pallier la souffrance des uns et des autres. Alors, l'autre actualité, c'est le congrès du PS qui commence ses divers scrutins. Il y aura une finale entre Olivier Faure, le sortant, et Nicolas Mayer-Rossignol pour le poste de premier secrétaire. Olivier Faure qui, lundi soir, a déclaré oui, il y a génocide à Gaza. Il y a désormais intentionnalité de la part d'Israël. Comment avez-vous réagi à cette déclaration ? Écoutez, Monsieur Barbier, je vous le dis en toute sincérité, je m'interroge beaucoup. Je m'interroge beaucoup sur ces élus de la France insoumise au Parti socialiste en passant par les écologistes et les communistes qui se prétendent être des experts du droit international. Olivier Faure, Roussel, Tondelier et tant d'autres. Voilà, se prétendent être des grands experts du droit international, des experts juridiques en qualifiant la situation à Gaza de génocide. Parler de génocide pour qualifier la Shoah où 6 millions de Juifs ont été exterminés de façon méthodique et industrielle, oui. Parler de génocide pour qualifier le génocide des Tutsis au Rwanda, oui. En revanche, je m'interroge sur l'indignation à géométrie variable de ces élus, comme je vous le disais, du Parti socialiste à la France insoumise en passant par les écologistes et les communistes. C'est quoi leur arrière-pensée ? Écoutez, Monsieur Barbier, c'est très clair. On se rend bien compte que la France insoumise et que l'ensemble de ces élus prétendus de gauche n'invoquent le droit international que quand ils serrent leur grille idéologique. La situation en Syrie, le régime de Bachar al-Assad qui utilise l'arme chimique contre sa propre population, silence radio. La guerre en Ukraine menée par la Russie, silence radio. Yémen, idem. Ouïghours en Chine, idem. En revanche, quand il s'agit d'Israël, ils s'en donnent à cœur joie. Ils s'en donnent à cœur joie. Pas une larme pour les victimes et les civils israéliens qui ont été massacrés par les barbares du Hamas le 7 octobre. Pas une larme pour les otages qui sont encore détenus dans les mains du Hamas à Gaza. Et bien évidemment, ne comptez pas ici pour moi pour nier la souffrance des civils palestiniens qui sont les victimes de cette guerre. Et je veux ici avoir une pensée pour eux. Mais en revanche, cette instrumentalisation, ce clientélisme électoral, ce populisme sémantique qui est utilisé par ces élus-là est extrêmement dangereux et je leur en veux. Vous les avez croisés sur le terrain, ces élus. Vous racontez dans votre livre, page 81, que lors d'un moment de campagne électorale l'an dernier, des élus vous traitent de génocidaires, de tueuses d'enfants. Ce sont des élus qui vous traitent de cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, Monsieur Barbier, que ce soit sur les réseaux sociaux et autres, parce que je suis de confession juive, alors je suis génocidaire, alors je suis une génocidaire sioniste qui devrait être tenue pour responsable de la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou. C'est absolument abject. Et ces élus-là ne mesurent pas la portée des mots qu'ils utilisent. Ils mettent de façon quasi systématique, pour des raisons de clientélisme électoral, une cible dans le dos de nos compatriotes juifs. Et j'en fais partie. Vous dites, page 74, que l'antisémitisme actuel se recompose sous de nouvelles formes et qu'il est universel. C'est-à-dire qu'il arrive à la fois à être d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est ce mélange-là qui vous inquiète le plus ? Oui, bien évidemment. Et puis, ce qui m'interpelle davantage, si vous voulez, c'est le fait que l'antisémitisme, finalement, ne disparaît pas. L'antisémitisme mute sous de nouvelles formes. On a aujourd'hui l'antisionisme qui est devenu la forme la plus banale de l'antisémitisme, mais il mute, il se réinvente. Et puis surtout, il est utilisé de façon extrêmement sournoise et pernicieuse par des extrêmes, qu'ils soient d'ailleurs politiques et religieux, et j'en parle dans mon livre à travers les frères musulmans. Mais je ne souhaite pas aujourd'hui occulter cet antisémitisme qui existe encore, selon moi, et j'assume ici mes propos, dans les rangs du Rassemblement national, comme bien évidemment et de façon encore plus évidente, dans les rangs de la France insoumise. Vous avez dit d'ailleurs dans une émission de télévision qu'entre LFI et RN dans un second tour, vous ne vouliez pas choisir entre la peste et le choléra. C'est un moment important de votre identité politique, ça. Vous continuez à dire non, faut pas choisir ? Jamais. Jamais. Vous savez, je le dis avec beaucoup de sincérité, il ne suffit pas d'un voyage en Israël pour Jordan Bardella, de se laver de l'histoire de son parti politique qui est, je veux le rappeler, profondément antisémite, raciste et xénophobe. Vous savez, on me dit souvent « Oh, tu ne peux pas dire que le Rassemblement national de 2025 est le Front national de Jean-Marie Le Pen ». Ce que je leur réponds, c'est que dans ce cas-là, dont acte.
Ne parlons pas d'antisémitisme. Disons qu'effectivement, le Rassemblement national n'est plus un parti antisémite. Mais le fait qu'il existe encore au sein du Rassemblement national des brebis galeuses, pour reprendre les termes de Jordan Bardella, aux élections législatives, prenons Daniel Grenon, candidat député sortant du Rassemblement national dans l'Yonne aux dernières élections législatives de 2024, qui estime qu'il y a des Marocains dans les hauts lieux du pouvoir et que ces gens-là n'ont pas leur place. Ça me dérange. Ça me dérange puisque c'est effectivement des propos qui sont ouvertement anti-musulmans. Et cet ADN-là raciste me gêne profondément et ça me suffit à les combattre. Il y a dans le débat intellectuel, et vous le racontez page 87, un clivage qui est fait en disant oui, il y a le mauvais antisémitisme, évidemment, ceux de l'extrême droite, et puis il y a quand même la capacité de critiquer Israël, et ça, il ne faut pas accuser d'antisémitisme ceux qui en sont là. C'est ce biais sur l'antisionisme qui fait des ravages. Absolument, et ce que je dirais là sur cette question, c'est qu'il faut faire preuve beaucoup de nuances. Moi, ce que je ne souhaite pas, et c'est ce que je souhaite dénoncer aussi dans cet ouvrage, ce sont les amalgames trompeurs, la paresse intellectuelle qui est notamment entretenue par les extrêmes et qui consiste à assigner avec une certaine identité les uns et les autres. On cherche à vous essentialiser aujourd'hui. Et on se rend bien compte que notre société aujourd'hui est malade de son identité. On est rentré par ailleurs dans une sorte de radicalité dogmatique, la juive, le musulman, le chrétien, le sioniste, le génocidaire. Et ça m'exaspère parce qu'on n'arrive plus à se parler. Et de la même façon aujourd'hui que je ne souhaite pas qu'on tienne pour responsable l'ensemble des juifs de notre pays, responsable en tout cas de la situation et de la politique qui est menée par le gouvernement de M. Netanyahou. C'est deux choses complètement différentes. De la même façon, quand ces élus de la France insoumise appellent au boycott de Yuval Raphaël lors de l'Eurovision, ou quand ils appellent à boycotter un match France-Israël, comme c'était le cas en novembre 2024, et vous étiez dans le stade. Et j'étais dans le stade, c'est ni plus ni moins de la bêtise et de la paresse intellectuelle. Cela ne devrait pas en tout cas relever du niveau de personnalités politiques responsables dans notre pays. Alors ça a tout de même une conséquence, peut-être positive, vous la décrivez page 68, beaucoup de juifs se mettent à affirmer leur identité juive, justement parce qu'elle est menacée, parce qu'ils sont attaqués. Que faire de cette mobilisation ? Écoutez, moi je crois qu'il faut toujours savoir faire d'un mal un bien. Et je crois que dans cet ouvrage, c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu porter effectivement la voix. Voilà, j'ai voulu porter la voix d'une femme, d'une jeune femme de 29 ans, juive, mais d'abord et avant tout française. Qui a grandi dans le 93, un département qui est souvent stigmatisé, parfois à tort, pour des problèmes de chômage, d'insécurité et de délinquance, mais surtout qui est un des départements les plus jeunes de France métropolitaine, où près de 40% de la population a moins de 25 ans. J'ai voulu parler de mes racines, dont je suis extrêmement fière, mais que je n'ai jamais voulu revendiquer. Mais c'est précisément quand votre identité est attaquée qu'il faut la revendiquer. Et je crois que beaucoup de nos compatriotes juifs, qui ne revendiquaient pas forcément leur judaïsme, ont ressenti le besoin, notamment après le 7 octobre, que de dire que oui, on peut être juif et français. Et ce n'est pas incompatible. Et c'est là la promesse républicaine. On peut être juif et français, musulman et français, chrétien et français, croyant ou non et français. Et c'est précisément ce principe de laïcité qui le permet. Ça, c'est la République qui le permet, mais beaucoup disent on n'est pas protégé, donc il faut partir. Mais il ne faut pas partir. C'est ici que ça se joue. Mais c'est précisément, monsieur Barbier, quand c'est difficile qu'il faut rester. Partir, c'est donner raison à ces prêcheurs de haine qui cherchent à effacer nos identités. Et au contraire, le devoir de la République, c'est de garantir à chaque Française et à chaque Français, en France, de pouvoir vivre librement, sans pression aucune, libéré de toute pression. Et je crois que c'est le devoir de la République. Partir, fuir, c'est précisément faire preuve de lâcheté. Les Juifs, les Français, les musulmans ont leur place en France à partir du moment où ils pratiquent leur religion en respectant les lois de la République. Et la République, en retour, doit les protéger. Vous avez tout un chapitre consacré aux frères musulmans. Votre livre a été terminé bien avant le rapport dont on a parlé depuis la semaine dernière. Vous confirmez ce que vous voyez sur le terrain ? Ce que dit dans ce rapport, c'est la réalité. Vous savez, moi, j'ai été particulièrement... Bien évidemment, j'ai accueilli avec beaucoup de positivité ce rapport sur les frères musulmans, mais aussi beaucoup de cynisme. Vous savez, moi, je travaille sur la question des frères musulmans depuis des années maintenant, parce que j'ai pu remarquer leur entrisme en Seine-Saint-Denis, où je suis élue depuis 2020, où je suis née, où j'ai grandi et où je vis toujours. La question des frères musulmans, c'est une question qui est extrêmement complexe, mais on se rend bien compte aujourd'hui qu'ils ont les moyens d'agir avec des formes encore plus pernicieuses qu'auparavant. L'entrisme dans les écoles,
l'entrisme dans les lieux de culte. 21 établissements scolaires dans notre pays sont concernés par un lien direct avec la confrérie des frères musulmans. Sur plus de 130. Mais bien évidemment, 139 lieux de culte qui sont concernés. Il y a eu la loi séparatisme qui a permis de très belles avancées, notamment pour contrôler les financements étrangers provenant de certains pays. Mais il faut aller plus loin. Est-ce qu'on peut aller plus loin sans être liberticide? Parce qu'ils sont rusés. Mais bien évidemment, il faut aujourd'hui mener une guerre contre les frères musulmans. Regardez aux Émirats Arabes Unis. Moi, j'ai mené un voyage en février dernier à Abu Dhabi où j'ai rencontré, je me souviens très bien d'un échange avec une chercheuse émirati qui me disait « Occident, réveillez-vous ». Il sera bientôt trop tard. Vous remarquerez qu'une bonne partie des pays arabes ont décidé d'interdire les frères musulmans. C'est pour cela qu'en Europe, ils ont trouvé un terrain de jeu absolument formidable pour s'implanter. Parce que nous sommes laxistes. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Vous savez, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, rien n'est joué. En revanche, l'Europe doit se réveiller. Interdire, comme l'a fait l'Autriche il y a quelques années. Pourquoi d'autres pays européens ne feraient pas de même? Donc moi, je le demande de façon très solennelle. Réveillons-nous à l'échelle française. Interdisons la confrérie des frères musulmans. Reconnaissons cette confrérie comme étant une organisation terroriste. Il y a urgence. À propos de ce que vous avez subi, vous, personnellement, je pense au blogueur Boris Lelay, je pense à ces faits de campagne. Où en sont les enquêtes? Écoutez, alors pour la première enquête, pour ce qui est de Boris Lelay, j'ai le plaisir d'annoncer à votre micro, Monsieur Barbier, que je devrais en tout cas obtenir, je l'espère, un résultat de cette enquête début septembre prochain. Donc l'enquête est toujours... en tout cas, le résultat du procès devrait arriver septembre prochain. En ce qui concerne en revanche la plainte que j'ai déposée contre ces élus de la ville d'Ivry-sur-Seine qui m'ont littéralement chassé de la fête populaire d'Ivry-sur-Seine en juin dernier sous les cris de dégage sale sioniste. L'enquête est toujours en cours. J'espère qu'elle aboutira. En tout cas, j'ai complètement confiance en la justice française pour faire son travail. Pour Boris Lelay, même s'il est condamné, il ne sera pas extradé. Il est au Japon toujours. Oui, mais en tout cas, je plaide, notamment avec Gérald Darmanin, ministre de la Justice, à ce que nous puissions obtenir une convention d'extradition pour cet individu qui est retranché au Japon et qui vit en toute tranquillité, en toute impunité, alors qu'il continue à déverser sa haine en ligne. Vous savez, nous en parlions. Il y a effectivement des formes contemporaines d'antisémitisme. Et la haine en ligne, aujourd'hui, est devenue une forme contemporaine d'antisémitisme. Et il faut pouvoir aujourd'hui obtenir des conventions d'extradition avec ces pays qui cachent en leur sein et qui abritent ces prêcheurs de haine en ligne. En quelques secondes, la fin du macronisme décrétée ces jours-ci, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes jeune? Il n'y a pas de fin du macronisme. Le macronisme, vous savez, moi déjà je ne suis pas à l'aise avec ce terme. Ce qu'a voulu incarner Emmanuel Macron, c'est le dépassement des clivages gauche-droite et surtout la réincarnation d'un bloc central qui se veut progressiste. Et aujourd'hui, la nécessité, je vous le dis en tant que présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis, c'est de continuer à dépasser ces clivages et surtout à lutter contre les extrêmes, qu'ils soient de gauche comme de droite. Française, juive et alors, c'est aux éditions de l'Observatoire. Shannon Seban, merci, bonne journée. Merci à vous, monsieur Bob. Merci beaucoup, Christophe. On vous retrouvera demain matin à 7h45 et votre invité, si je ne dis pas de bêtises, sera Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël.